De retour au bazar, Ezio repère Tariq et le suit, apprenant qu'il a une réunion importante avec un certain Manuel aux portes de l'arsenal. En effet, nous assistons à ce qui ressemble à un trafic entre Tariq et le fameux Manuel, qui a l'intention de payer une cargaison qui lui sera livrée là où il le souhaite. Ezio retrouve alors Youssouf qui suivait sa propre enquête sur une étrange cargaison d'armes. Mais, les deux ne pouvant entrer dans l'arsenal sans causer un massacre, nos deux compères se chargent d'alimenter les rancœurs du peuple afin de provoquer une émeute, ce qui leur permettra de faire diversion. Je suis moyennement sûr que se servir d'innocents et risquer de les faire tuer fasse partie du credo, mais bon, je peux me tromper. Le peuple te rend un grand service, Ezio. Assure-toi que personne ne soit blessé. Et je suis censé veiller à la sécurité de tout le monde à moi tout seul, connard! Donc, une fois dans l'arsenal, nous suivons les traces de Manuel à l'aide de la vision d'aigle et... Putain de base de données, arrête de me spoiler, nom de dieu de merde! Donc, on retrouve Manuel. Ah, et au passage, on a ouvert une brèche dans l'arsenal. C'est une émeute phénoménale qui se déroule avec du sang, des flammes et des cris, mais visiblement ça attire l'attention de personne. Donc bref, on apprend que Manuel est en fait Manuel Palaiologos. Et oui, je m'y suis repris à 15 fois pour prononcer ce nom correctement, et je vous emmerde. Donc, Manuel Aliagas a en fait l'intention de reconquérir son propre trône, et on apprend au passage que le mec en armure à ses côtés est au service des Templiers, qui précise que Manuel n'a pas intérêt à oublier qui lui a filé un coup de pouce. Comprenant qu'il s'agit d'une cargaison de fusils, en même temps Youssouf t'avait dit qu'il suivait une cargaison d'armes, donc je vois pas pourquoi tu t'étonnes. Ezio met les voiles pour rejoindre Sofia. Oui, on fait constamment une mission chasse au trésor, une mission assassin. C'est comme ça. C'est moins répétitif que dans le premier jeu, mais la mécanique se répète très facilement. Sans compter que du coup, les transitions sont quand même assez brutales. Je viens de découvrir un complot dans lequel est mouillé Tariq. Je dois avertir Suleiman, ou au moins Youssouf. Ah bah non, je vais d'abord voir Sofia. Et donc, nouvelle mission de remplissage, évidemment, où nous portons à la poursuite du portrait de Sofia dérobé par un voleur. On lui récupère, et en échange, la belle nous offre la localisation du livre suivant, même si la rouquine commence à éprouver quelques doutes quant à la raison de nos agissements. Et surtout sur l'identité d'Ezio. Ce qu'il a encore est logique. Effectivement, le gars est sympa, intelligent, intéressant, et à la recherche de secrets ancestraux. Mais elle ne sait pratiquement rien sur lui. Sa seule info, c'est qu'il a une sœur, et qu'il a tellement terrorisé son soupirant infidèle qu'il le voit comme le diable en personne. Et vu qu'elle est très loin d'être conne, je pense qu'elle a le droit de se poser quelques questions. On retrouve donc le nouveau livre, et cette fois direction les égouts du forum du bœuf, dans lesquels des Byzantins sont en train de charger des tonneaux de poudre, ayant vraisemblablement trouvé une porte encastrée dans le mur, derrière laquelle se trouverait la clé. Et au passage, on apprend que c'est un peu par hasard que la première clé de Topkapi a été retrouvée, à cause d'un tremblement de terre qui a mis à jour cette clé. Ezio tente de faire sauter les tonneaux de poudre, mais échoue à cause d'un garde qui s'est relevé un peu tôt. Pour une fois qu'Ezio échoue un truc, c'est original, les gardes s'enfuient en bateau, Ezio les poursuit à pied, une séquence plutôt cool, jusqu'à ce que les Templiers choisissent de vous balancer les tonneaux de poudre. Wow, Hulk faisait partie de votre équipage? Non, parce que lancer un tonneau à cette distance, c'est pas donné à n'importe qui, hein. Au final, on récupère la troisième clé de Masyaf et on replonge à nouveau chez Altaïr. La nouvelle séquence se déroule en 1228, alors qu'Altaïr a 63 ans et est accompagné de Maria Thorpe. Oui, c'est bien elle. En effet, le sanctuaire de Chypre a été reconquis par les Templiers, la faute étant imputée à Abbas, qui n'a pas envoyé de renfort comme c'était prévu. Non seulement ça a fait perdre aux assassins tous les progrès qu'ils avaient fait depuis leur départ de Masyaf, mais on apprend également qu'Abbas est devenu le chef officiel des assassins. Et pire, qu'il est responsable de la mort d'un des fils d'Altaïr, ce qui donne à ce dernier quelques envies de vengeance, ce qui est totalement compréhensible. Et si Maria est d'accord avec lui, elle considère cependant qu'il doit reprendre l'ordre dignement, sans quoi les fondations même de la secte s'effondreraient. Alors, pourquoi Altaïr est-il donc parti? Eh bien à cause des Mongols, qui devaient être arrêtés d'une manière ou d'une autre. Sauf que depuis, Abbas a fait la mainmise sur Masyaf et... c'est pas un très bon dirigeant. Et comme si ça ne suffisait pas, Altaïr et Maria sont conscients qu'il s'agit probablement d'un piège, dont ils ne ressortiront peut-être pas. En effet, Abbas est prêt à expliquer pourquoi il a exécuté Sef, le fils d'Altaïr, si ce dernier lui donne la pomme. L'assassin de Sef, voyant cette situation, avoue qu'il a tué le gamin en affirmant qu'il agissait sur ordre d'Altaïr. Dire ça alors que ton ennemi a toujours la pomme d'Éden entre les mains, j'appelle ça la pire connerie de l'humanité. Maria tente donc de l'empêcher de pousser le meurtrier au suicide, mais celui-ci, profitant du répit, poignarde Maria par derrière. Ok, donc ce mec est incroyablement con. Obéissant aux dernières volontés de Maria, Altaïr choisit donc de fuir Masyaf et tombe sur Darim, averti du meurtre de son petit frère par message. Père et fils s'entraident alors, pour finalement s'enfuir, massacrant un grand nombre d'assassins corrompus au passage. Finalement, alors qu'Altaïr et Darim atteignent les chevaux et fuient la ville, Abbas arrive derrière eux. Sacré manque de bol. Il serait arrivé 2 minutes plus tôt, il se faisait tuer. Non parce que là, vu qu'il se ramène tout seul, on a buté l'intégralité de ses gardes. Je suis désolé de dire ça, mais pour le coup, Altaïr est très con. Il a l'air d'avoir massacré tous les hommes d'Abbas. Il ne reste plus que ce dernier. Et du coup, quitte à ce que l'ordre des assassins soit par terre, foutu pour foutu, autant se débarrasser d'Abbas au passage, non?
Parce que là, vous vous seriez contenté d'une cinématique où Altaïr lançait un couteau dans la gorge d'Abbas et c'était fini. Mais un truc me chiffonne. Quand on avait sauvé Abbas de la pomme, il affirmait avoir compris quelque chose qu'il ignorait. Probablement que la pomme était effectivement aussi dangereuse qu'Altaïr l'affirmait. Donc du coup, pourquoi 30 ans plus tard, il tente à nouveau de s'en emparer, alors qu'il n'en est pas capable? Est-ce de la folie? Ou est-ce que sa rancœur est si profonde que ça? Retour à l'époque d'Ezio, où on retrouve Suleiman en pleine partie d'échecs avec Ahmet. Et là encore, j'aime beaucoup cette scène. Elle pose les personnages et leur psychologie, leurs amitiés, leurs inimitiés, les raisons pour lesquelles Selim et Ahmet se entredéchirent pour le trône. Cette scène est bien écrite, très bien écrite même. Intervenant après le départ d'Ahmet, Auditore explique à Suleiman que Tariq vend des armes à Manuel Pangloss. Nous apprenons en effet que l'ancêtre de ce dernier était autrefois sultan d'Istanbul, et que si Manuel rassemble une milice et les armes, ça pourrait tourner au vinaigre. Il est donc nécessaire de se rendre dans la caserne des janissaires où se trouve Tariq, afin de lui extorquer l'emplacement de la livraison, et Suleiman insiste pour qu'il soit exécuté, en punition de sa trahison. Ezio récupère donc un costume de janissaire pour s'infiltrer en leur base. Manque de bol, il s'y est pris comme un manche et a récupéré le seul masque pété de l'escouade, ce qui fait qu'il peut très facilement être repéré de loin ou même de dos. Par contre, s'il se cache au milieu d'un groupe d'autres janissaires, personne ne verra la fissure. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir l'obligeance d'expliquer à Ubisoft l'intérêt d'un déguisement? Tariq vient de recevoir un message l'informant que les fusils sont arrivés en Cappadoce, là où se trouvait l'armée de Vapalagogos, et Ezio finit par l'exécuter. Et là, révélation. En réalité, Tariq n'était pas un traître. Il avait monté le trafic de toutes pièces afin d'éliminer une bonne fois pour toutes l'armée de Poulogos. Et Ezio vient en fait, pour la première fois, de tuer un innocent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il regrette. Sans compter que, si je me plante pas, c'est la première fois en 3 jeux qu'il fait vraiment une erreur. Attelons-nous maintenant à la découverte d'un nouveau livre et... Non, étrangement, pas de mission de remplissage pour celui-là. Comment Ezio connaissait son emplacement? J'en sais foutre rien. Ah si, rectification, une nouvelle mission remplissage sauvage vient d'apparaître. En effet, Sofia doit bientôt partir pour visiter une imprimerie. Elle demande donc à Ezio de lui ramener des fleurs pendant qu'elle analyse le dernier emplacement. Arrivant sur les lieux du rendez-vous, Auditore comprend qu'il s'agissait d'un rencard à un pique-nique, parce que oui, Mademoiselle Sartor est tombée amoureuse d'Ezio et elle a bien l'intention de le dragouiller un brin avant de quitter Constantinople. Et c'est crédible. Leur relation, sans être la plus palpitante au monde, faut pas déconner non plus, elle est vraiment intéressante. Les deux se sont rapprochés, non pas parce qu'ils se trouvaient attirants physiquement, mais pour leurs idées et leur manière de penser, leur soif de découverte et de lecture. Une romance infiniment meilleure que celle de Twilight. Oui, je sais, elle était facile celle-là, mais j'avais très envie de la sortir. Retour donc chez Suleiman, où il est temps de lui annoncer la nouvelle particulièrement désagréable, et ça, c'est vraiment quelque chose qui choque le pauvre prince. Comme si ça ne suffisait pas, Ahmet débarque, ayant lui aussi appris la mort de Tariq. Tout le monde était au courant de leur discorde, et il craint qu'on mette son assassinat sur son dos. Ce qui là encore est logique. Bordel, mais jusqu'à présent, dans la gestion des personnages principaux, j'ai pas repéré une seule fausse note. Comparé à Brother Dope, je peux vous assurer que ça me fait super plaisir. Vient ensuite la découverte d'un nouveau livre, putain quand je vous dis que le découpage d'émission est franchement mal branlé. Et on débarque alors sur la tour de la fille, où on finit par retrouver la nouvelle clé après une énigme, certes pas exceptionnelle, mais qui a le mérite d'être présente. Et c'est parti pour un nouveau souvenir. Cette fois, nous sommes en 1247 et Altaïr a 82 ans. Alors que de jeunes assassins sont rassemblés autour d'un feu de camp, voilà qu'Altaïr, de retour après 20 ans d'exil, s'approche d'eux et leur donne son avis. Abbas inspire la pitié, mais pas le mépris. Il a vécu une vie d'orphelin. Dans sa famille l'a couvert de honte. S'il cherche tant le pouvoir, c'est parce qu'il n'a rien. Reconnaissant l'ex-mentor, les jeunes disciples choisissent de se rallier à lui, alors qu'Altaïr gravit une dernière fois les hauteurs de Masyaf, ordonnant la mise à mort de ceux qui ont abusé de leur pouvoir sur les innocents, et ralliant ceux restés fidèles au credo. En fin de compte, il se retrouve face à face avec Abbas, et usant du savoir de la pomme, utilise le pistolet miniaturisé qui s'est conçu pour l'abattre. Et alors là, s'il y a une confession, une seule, que vous devez à tout prix voir dans la licence Assassin's Creed tout entière, c'est celle-là. Pour la toute première et unique fois dans la licence, la confession d'un ennemi m'a mis les larmes aux yeux. Et j'ai été sincèrement peiné par la douleur d'Abbas et par la justesse des sentiments. Parce que pour la première fois, on n'a pas tué un ennemi dans le but égoïste d'avoir le champ libre. Pour la première fois, on a tué pour apporter la paix à quelqu'un qui souffrait. Je te haïrai toujours, Altaïr. Pour tes mensonges sur ma famille, sur mon père, les humiliations que j'ai subies. J'ai dit la vérité, Abbas. J'avais 10 ans quand ton père s'est présenté à moi. Il était en larmes. Il m'a supplié de le pardonner d'avoir trahi ma famille. Puis il s'est tranché la gorge. J'ai regardé son sang couler à mes pieds.
Jamais je n'oublierai cette image. Non! Mais ce n'était pas un lâche, Abbas. Il a racheté son honneur. J'espère qu'une autre vie nous attend. Je le reverrai, et je saurai enfin la vérité sur sa mort. Et quand ton heure viendra, nous te trouverons. Et le doute fera place à la certitude. Quittant le QG, Altaïr se rend au port avec l'intention de se rendre en Cappadoce. Il tombe alors sur Youssouf, qui l'avertit que les janissaires, en représailles du meurtre de Tariq, ont tendu une chaîne pour empêcher tout navire de partir tant que le meurtrier n'aura pas été appréhendé. Alors, autant la logique de cette situation est juste, autant c'est Suleiman qui m'a autorisé à partir. C'est quand même le prince de la ville qui a mis un bateau à ma disposition. Ou alors le sultan actuel a supplanté son autorisation. Enfin, ça serait quand même bien de prévenir. Les deux amis se séparent, bien que Ezio demande à Youssouf de garder un œil sur Sofia en son absence. Et c'est parti, notre fier quinquagénaire peut aller dynamiter la grosse chaîne. Oui, cet énorme truc qui sert à muser des dragons, c'est la chaîne dont je vous parle. Il rejoint alors un autre navire et se jette sur un canon à feu grégeois. Ça existe ce genre de lance-flamme à l'époque? Bref, Ezio s'en sert pour foutre le feu à l'intégralité des navires. On n'avait pas dit que les assassins c'était des mecs discrets à la base? Et c'est parti pour une course sur les navires enflammés jusqu'à rejoindre le vôtre contrôlé par Piri-Reis. Desmond revient alors sur l'île de l'Animus et est un chouïa harcelé par Clay, qui lui reproche d'avoir fui les assassins, avant de lui demander s'il a des regrets. Et quand Desmond avoue que c'est le cas, regrettant de ne pas avoir été plus patient avec ses parents, dans sa relation avec Lucy, et là 16 disparaît, remerciant Desmond pour sa franchise. Bah, de rien. Mais au passage, nous sommes témoins d'un petit dialogue de la part de son entourage. Sean se demande si Desmond vaut vraiment tout le mal qu'on se donne pour lui, et William lui rétorque que son ADN est très riche en gènes de la première civilisation. Ça arrive une fois sur 10 millions. Ah, l'effet de transfert. C'est ça dont tu parles? What? Mais c'est pas du tout ça l'effet de transfert. Vous êtes complètement en train de vous mélanger les pinceaux, c'est pas possible. L'effet de transfert, ce sont les souvenirs, les réflexes et les capacités qui se transfèrent de l'ancêtre au porteur. Ça n'a rien à voir avec les gènes des précurseurs. Ezio débarque donc dans la ville souterraine de Cappadoce et repère assez vite l'espionne ottomane envoyée par Tariq, Dilara. Malheureusement, tous ses complices ont déjà été capturés par les Byzantins. Et quelques minutes plus tard, on apprend que la Miss s'est elle aussi faite capturer. Quelle bande d'inutiles ces Ottomans. Visiblement, seul un Italien de plus de 50 piges pouvait réussir à faire le job. On apprend que Shakoulou... Alors, Shakoulou, c'est le Gugus en armure qui accompagne partout Manuel Pogopogos. Eh bien, c'est un sadique qui prend plaisir à massacrer tous les Ottomans qu'il trouve, en réponse à ce que le peuple du sultan a fait subir aux siens. Je vais pas pouvoir vous en dire plus, parce qu'en fait, ce perso n'a pratiquement aucune personnalité. Il est méchant et c'est tout. Et en même temps, il a pas non plus un rôle très important, donc on peut pas vraiment en faire un reproche. Alors qu'au contraire, si on fouille dans la base de données, bah le mec a des raisons d'être méchant. Mais bon, il n'est pas assez important dans l'histoire pour qu'on y fasse gaffe. Récupérant la clé, Ezio libère Dilara, puis pour sauver le dernier prisonnier ottoman que Shakoulou torture, Auditore massacre tous les tireurs en hauteur avant de se jeter sur Shakoulou. Et... bordel de putain de merde! On respire et on reprend doucement. Au moins, le combat ne nous fait pas affronter un adversaire complètement broken en termes de résistance. S'il ne meurt pas au moindre contre, ceci reste une des meilleures méthodes pour lui infliger des dégâts. Une fois Shakoulou tué, Dilara avoue à Ezio que la plupart des fusils livrés à Manuel sont trafiqués et inutilisables. En revanche, la poudre, elle, était bien réelle. Ce qui est logique, hein, c'était bien censé être une arnaque à la base. Notre héros rejoint donc la cage de poudre qu'il fait sauter, provoquant ainsi une véritable panique et une intoxication de toute la ville qui est envahie par la fumée. Hein? Je dois pas faire de mal aux innocents? Ils habitent dans la même ville qu'un templier, alors ils doivent pas être si innocents que ça. Hein. Pogo Pogo tente de calmer les citoyens, mais finit par s'enfuir en apercevant Ezio. Réfléchis un peu à ce que tu fais. Pense aux vies que tu as sacrifiées aujourd'hui, au chaos que tu as semé. Ah bah, pour le coup, il a parfaitement raison.
Et une fois qu'on a coincé Papagatos, il n'a d'autre solution que de nous reprocher ce qu'on refuse de voir. Pour lui, les Templiers sont une manière de ramener son peuple de Byzantins à la lumière, de garantir la paix en instaurant l'ordre. Mais Ezio, lui, considère que ce désir de paix est surtout motivé par l'appât du pouvoir et du gain. Et les deux arguments sont valables. Comprenant qu'il ne parviendra jamais à convaincre Ezio, Manuel dégaine son arme et... Oh. Eh bien, c'était parfaitement logique. Shakulou était une bête enragée dotée d'une armure résistante aux balles. Et même si l'idée qu'il puisse résister à un coup de lame secrète dans la gorge me fait grincer des dents, sa capacité à combattre, elle sortait pas de nulle part. A l'inverse, Palaiologos... T'arrives à prononcer ce nom maintenant? Bah, comme à chaque fois, non? Bref, Manuel n'est pas un combattant. C'est un vieux avec pas mal de kilos en trop. Raison pour laquelle un seul et unique contre suffit à s'en débarrasser. Et là encore, sa confession est crédible. On a affaire à un homme qui avait l'intention d'accomplir selon lui de grandes choses, mais qui reste totalement convaincu du bien fondé des Templiers, qui, pour lui, sont presque une famille. Et c'est alors que vient la révélation. Ahmet débarque, dévoilant qu'il était la tête pensante de tout le complot. Fatigué de l'aspect très précaire du sultanat et des luttes fratricides engendrées par le désir d'accession au trône, Ahmet a choisi de rejoindre les Templiers dans l'espoir que tout le pays soit régi par un même ordre, sous une unité commune. Il réclame alors les clés de Masyaf et annonce que si Ezio ne les lui refile pas toutes, Sofia Sartor sera exécutée. Pardon, rassurez-moi, je suis quand même pas le seul à avoir vu venir cette conclusion à 30 km, si? Pas tellement le fait qu'Ahmet soit un traître, ça encore c'était pas le truc auquel on s'attendait. Mais on se doutait sans problème que le grand méchant allait débarquer et récupérer tout ce qu'on s'était cassé le cul à récupérer pendant tout le jeu. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une histoire avec des artefacts à rassembler, le héros se fait toujours fister par le méchant avant la fin. Donc à force, oui, on le voyait facilement venir. Bon, et au passage, j'aimerais bien savoir ce qui a empêché Ezio de bondir sur le bateau pour se jeter sur Ahmet et s'en débarrasser, mais bon. Bref, Ezio revient sur le bateau de Piri Reis, et le temps du voyage, c'est parti pour un nouveau souvenir. Nous sommes désormais en 1257 et Altaïr a 92 ans, ce qui, pour l'époque, je pense, est une sacrée performance. Et nous retrouvons Altaïr en pleine discussion avec Niccolo Polo, à qui il remet le Codex des Assassins. Oui, celui qu'on s'est cassé le cul à récupérer page par page dans l'épisode 2. Ça fait un peu mal au cœur de savoir ce qu'il va devenir. Nico annonce qu'il établira une guilde à Constantinople avant de retourner à Venise. Cependant, les Mongols attaquent Masyaf en ce moment même, et il est plus que temps pour Altaïr d'aider les frères Polo à quitter les lieux. Se servant de la pomme pour repousser les agresseurs, Altaïr finit par confier les clés de Masyaf à Niccolo, lui demandant de les cacher précieusement et... STOP! Attendez, il confie les 5 clés? Y compris celle qui contient la mémoire dans laquelle on navigue? C'était un enregistrement en direct? De retour à Constantinople, Ezio apprend que sa tête est mise à prix. Sans attendre, il se précipite chez Sofia pour la protéger, mais trop tard. Non seulement la belle a disparu, mais en plus, seul reste Youssouf, déjà mort. Non! Youssouf, merde! Pourquoi? Et autant ça me désole qu'il soit mort, autant personne n'est immortel. Et le fait qu'un maître assassin ait pu se faire submerger par les ennemis est tout à fait logique. Maintenant, ça m'étonne que Youssouf ait été le seul à surveiller l'endroit, puisque visiblement absolument personne de la guilde ne l'a aidé. Ce qui serait logique si effectivement comme au début on suppose qu'il aime bien se débrouiller tout seul, enfin quand même là ce serait une preuve d'une sacrée connerie quoi. Cependant, enlever Sofia encore c'était juste une bataille entre Ezio et Ahmet. Mais en tuant Youssouf, là c'est une déclaration de guerre. Et ça va plus du tout rigoler. C'est donc parti pour une invasion de l'arsenal, les assassins contre les Byzantins. Ezio finit par tomber sur Ahmet mais retient sa lame pour l'interroger. Et ce dialogue est excellent. Les deux ont des arguments à faire valoir. Et même si on peut reprocher à Ahmet d'avoir enlevé Sofia, pour l'instant il lui a pas fait de mal. C'est juste un moyen pour être sûr qu'Ezio ne le tuera pas. Et vu à quel point Auditore est increvable quoi qu'on lui fasse, il a plutôt intérêt. Nous devrions être amis au lieu d'en découdre pour les clés d'une bibliothèque. Nous avons le même but, Ezio. Seules nos méthodes diffèrent. Ne le vois-tu pas? La paix, la stabilité, un monde où les hommes vivent sans peur. Les gens veulent la vérité, oui. Mais quand ils la détiennent, ils ferment les yeux. Comment combattre une telle ignorance? La liberté n'est jamais facile, Ahmet, mais elle n'a pas de prix. Bien sûr. Et quand tout s'écroule, quand la civilisation se meurt, Ezio Auditore régnera sur les ténèbres en annonçant fièrement « Je suis resté fidèle à mon credo ». J'entrerai dans cette bibliothèque et je trouverai le grand temple. Et grâce au pouvoir qu'il contient, je détruirai les superstitions qui divisent les hommes.
Et quand débarque Suleiman qui a fait suivre Ahmet, c'est pareil, il a des arguments en faveur de la liberté et des assassins. C'est un homme sincère. Mais les Templiers sont dangereux. Leurs croyances s'opposent à notre réalité. Le monde est une tapisserie de formes et de couleurs. Un bon souverain s'en réjouirait, au lieu de la détruire. Il craint le désordre que provoque la différence. C'est la raison d'être de nos lois. Un vrai code, qui s'applique à tous de façon impartiale. Ah bah ça change pas mal des gentils assassins contre les méchants Templiers des 2 derniers épisodes, hein. Ah, et au passage, Ahmet avertissait que l'armée de Selim n'allait pas tarder à arriver sur place, et qu'après cela, tout changerait. La mort dans l'âme, Ezio s'en va récupérer les clés de Masyaf pour finalement rejoindre ses frères dans le cimetière, où, je suppose, on vient d'enterrer Youssouf. Ezio nomme un nouveau responsable de la guilde et... Un nouveau responsable? Attendez, ça veut dire que Youssouf était le mentor? Mais alors pourquoi personne l'a jamais appelé mentor? Ça a rien à voir? Ezio est bel et bien le mentor de tous les assassins du monde? Bordel, mais expliquez! Enfin bref, il ordonne donc à ses troupes de se déployer en prévision de l'échange. Et c'est là qu'une nouvelle révélation est faite. Les Byzantins infiltrés dans la soirée n'avaient pas pour but de tuer Suleiman, mais juste de l'enlever, afin de permettre à Ahmet de le retrouver, et donc de gagner les faveurs à la fois de Bayezid et de Selim. Mais alors que la situation est aussi tendue qu'un string, il est révélé que Sofia est au sommet de la tour sous la surveillance d'un Byzantin, prêt à la jeter dans le vide au cas où. Ezio rend donc les clés et est invité par Ahmet à aller récupérer sa bien-aimée. Mais une fois sur place, il a le déplaisir de constater que c'est pas elle. Ce qui là encore est logique. C'est Ezio. Si on lui rend Sofia, tu peux être certain qu'il va revenir au triple galop pour se venger et récupérer les clés. Et franchement, Ahmet est loin d'être con. Donc il se garde une garantie. C'est une réaction intelligente. Ok, je retiens ce que j'ai dit. Ahmet est un con. Mais pourquoi? Pourquoi faire pendre Sofia? Ça n'a aucun sens. Déjà d'une part parce que la pauvre peut quand même être utile, mine de rien. Et ensuite, si jamais Sofia meurt, tu crois qu'Ezio il va réagir comment? Mais il va te massacrer. Sauf que là, il aura strictement zéro scrupule à cramer toute la ville au passage. Cette tentative de meurtre est complètement conne. C'est vraiment l'action la plus débile de tout le jeu. Bon, Ezio réussit à la sauver, mais visiblement des Byzantins débarquent pour les tuer, ce qui oblige Ezio à embarquer Sofia avec lui sur une charrette. Et c'est parti pour une course-poursuite, où Ezio se retrouve à faire du parapente, tandis que Sofia reprend les commandes. Et au final d'une longue balade, Auditore et Ahmet sont tous les deux précipités dans le vide. Et c'est grâce au parachute qu'Ezio leur évite à tous deux une chute mortelle. C'est à ce moment que débarque Selim et sa fameuse armée, rejoignant le duo. Ahmet tente de reprendre le contrôle des soldats, mais il se rend compte avec horreur que le sultan Bayezid a calanché, et a vraisemblablement désigné Selim comme son successeur. Et ce dernier, sans la moindre once de pitié ou de remords, étrangle son frère avant de le jeter dans le vide. Wow, c'était brutal. Et Selim n'est pas vraiment un gars sympa, hein. Comme le décrivait Ahmet, c'est effectivement quelqu'un de cruel, et si Suleiman n'avait pas à ce point supplié son père, ce dernier aurait fait éliminer Ezio sans hésitation. A l'inverse, il se contente de le bannir de Constantinople. Et là, notre assassin va prononcer une phrase que je trouve particulièrement importante. Ce combat n'est pas le tien. Si ce combat s'arrête, où commencera le suivant? Niveau moral, Ezio en a un peu ras la casquette. Ça fait depuis l'âge de 17 ans qu'il se bat et qu'il tue. Il a le droit d'en avoir ras-le-bol. Et c'est cette seule phrase qui nous annonce que cet épisode sera le dernier avec Ezio. Il a clairement l'intention de prendre sa retraite. Depuis l'extérieur de l'Animus, le cerveau de Desmond est vu comme en pleine effervescence. Et tandis que dans l'Animus, c'est un peu le bordel, vu que l'île est carrément en train de se désintégrer. Et c'est là que tout va s'accélérer. Pour s'assurer que Desmond termine la mémoire à temps, Clay se laisse supprimer de l'Animus avant de projeter le barman dans le Nexus. Et autant cette scène est très cool et peut vraiment vous faire des frissons dans le dos, autant je suis pas vraiment sûr de la cohérence de ce qui vient de se passer. Donc on va passer à la scène suivante. Retour à Masyaf donc, qui là a l'air d'avoir été intégralement vidé de ses Templiers pour l'occasion. Là encore il y a plusieurs explications possibles, c'est pas incohérent. Enfin ça aurait été maître de justifier un peu quoi. Néanmoins c'est là qu'on aura le plus d'explications sur le fameux credo. Rien n'est vrai, tout est permis. C'est plutôt cynique. Oui, s'il s'agissait d'une doctrine. Mais ce n'est qu'un constat de l'état naturel des choses. Dire que rien n'est vrai, c'est prendre conscience que les fondements de la société sont fragiles et que nous devons guider notre civilisation. Dire que tout est permis, c'est comprendre que nous sommes les architectes de nos actes et que nous devons en assumer les conséquences, qu'elles soient glorieuses ou tragiques. Et c'est là aussi qu'Ezio annonce clairement que, s'il n'a aucun regret, s'il est fier de la vie qu'il a vécue,
il a aussi envie de s'arrêter, de prendre sa retraite. Et après une ultime énigme, Ezio pénètre dans la bibliothèque et a alors droit à une macabre surprise. Aucun livre. Aucune révélation. Il n'y a que toi, fratello mio. Seul reste le cadavre d'un vieux mentor assassin, enfermé avec une ultime clé de Masyaf. S'en emparant, Ezio découvre le dernier message d'Altaïr. Darim avait pour tâche d'emporter le reste des livres du grand assassin en Alexandrie, tandis que son père se laissait emmurer vivant dans le fameux sanctuaire, afin qu'à leur retour, les Mongols ne trouvent rien d'autre qu'une citadelle déserte. Scellant la pomme d'Éden dans une cachette secrète, Altaïr s'est alors assis dans sa chaise, laissant la mort et la paix l'emporter, après avoir inscrit ses ultimes souvenirs dans la clé. Rejoignant l'orbe, Ezio renonce à s'en emparer, tout comme il l'avait clairement énoncé. Mais à cet instant, la pomme réagit, lui permettant de ressentir par-delà des siècles la présence de Desmond. C'est alors un ultime adieu qu'il lui adresse après avoir abandonné ses armes, car il est temps pour lui de partir. C'est là que Jupiter apparaît et explique bien des choses à Desmond. En effet, plusieurs sanctuaires souterrains, chacun affilié à une méthode de sauvegarde, ont été créés dans le but de sauver la Terre, ou en cas d'échec. Pourquoi sous terre? Eh bien à cause de la guerre entre humains et précurseurs qui régnait à cette époque. Et le savoir de chaque sanctuaire a été transmis au final dans un seul, présent aux États-Unis. Pourtant, 6 de ces méthodes, parmi les plus prometteuses, furent envisagées mais échouèrent les unes après les autres. Et ce fut la fin du monde. Bon, j'ai tout de même une petite interrogation. Les gens que nous voyons dans la cinématique, est-ce que ce sont des humains ou des précurseurs? Et c'est là que Desmond finit par ouvrir les yeux, révélant enfin qu'il connaît la marche à suivre. De son côté, William ouvre les portes de la camionnette, révélant qu'ils sont précisément à l'endroit du sanctuaire ultime et WHAT? Ok, on arrive à la fin, je vais essayer de pas m'énerver mais là ça va être dur. Comment, par quel putain de miracle, Sean, Rebecca et William ont-ils su où aller? Sérieux, y a que Desmond qui était au courant de l'emplacement du sanctuaire. Et il était dans l'incapacité de vous transmettre l'info. Comment vous avez pu le deviner? Bref, qu'en est-il d'Assassin's Creed Révélation? Eh ben, ça dépend. Si vous suivez le jeu pour son intrigue du présent, bof. C'est bardé d'incohérences, de facilité scénaristique et de ta gueule c'est l'informatique. Par contre, pour l'histoire du passé, je n'aurai aucun scrupule à vous dire qu'il s'agit là d'un des meilleurs épisodes de la licence, avec le tout premier. L'histoire est globalement cohérente, les personnages sont attachants, intéressants et crédibles, mis à part quelques what the fuck, et comme si ça ne suffisait pas, enfin on envoie chier le manichéisme. Les Templiers ne sont pas réduits à de simples méchants avides de pouvoir, et les assassins, Ezio en tête, peuvent faire des erreurs. Et les souvenirs d'Altaïr sont juste excellents. De la même manière, le final des personnages est génial. Franchement, c'était cool. Pas seulement de revoir Altaïr, mais de savoir ce qu'il était devenu, et jusqu'à sa fin. Et je peux vous garantir que la fin du jeu m'a fait un vrai pincement au cœur. Parce que les personnages d'Ezio et Altaïr, on sait qu'ils sont mortels. On sait qu'ils ne dureront pas éternellement. Et Révélation nous a permis de découvrir comment l'un a fini, et comment l'autre a achevé son aventure. C'est poignant, touchant, et les dernières scènes concluent magnifiquement l'arc Ezio Auditore. Par contre, le jeu mérite-t-il son titre de Révélation? Du point de vue d'Ezio et Altaïr, oui. Sacrément même. On a appris énormément de choses sur leur fin. Sur les précurseurs et l'hypothétique fin du monde, par contre, on va supposer qu'il n'y avait plus trop d'idées disponibles. Et franchement, la séquence vidéo de la fin du monde de l'Antiquité, elle est pas désagréable à voir, mais franchement, elle apporte pas grand-chose à l'intrigue. Et bah putain, j'avais commencé à vraiment déprimer depuis l'épisode de Brother Daube. Et là, je viens de retrouver l'espoir. Certes, Révélation est loin d'être parfait, mais il a redonné du punch à la licence. Il a modifié le gameplay, pas suffisamment mais quand même. Il a offert un aspect beaucoup moins manichéen et beaucoup plus profond. Il a fait beaucoup pour la licence, dont l'effort incroyable de redonner de l'espoir. Et je vous cache pas que, mine de rien, c'est le seul épisode à m'avoir fait presque chialer devant certaines scènes. La confession d'Abbas, mais bordel, c'était magnifique, c'était juste parfait. Un des seuls vrais problèmes que j'ai avec ce jeu, c'est surtout le sujet 16. Si vous vous souvenez de son discours dans La vérité de Brother Daube, il avançait énormément d'éléments scénaristiques. L'Éden, trouver Ève,
Il parlait d'un éventuel fils de Desmond. Qu'en est-il finalement? Rien du tout. On n'aura jamais aucune putain d'info. Et à dire vrai, à l'heure actuelle, je viens de terminer d'enregistrer mes sessions de jeu sur Unity. Et je n'ai toujours aucune information sur Eve. Donc voilà, c'est terminé pour Révélation. Et nous allons donc nous attaquer pour le prochain épisode à... Assassin's Creed 3. Non, non pitié, non je veux pas y jouer, je veux pas y jouer, non, non.